Bonjour. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Madame le greffier, je m'excuse. Thank you, Madam President. Le greffier, merci Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire en l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo. ICC 02 11 01 11. Je voudrais, pour qu'on comprenne bien la situation à Bobo, vous lire un extrait du livre « Le commandant invisible raconte la bataille d'Abidjan. Gbagbo est innocent, c'est nous ». Il s'agit du document de la défense 0040, pages 2387, 2388 et 2389. De combien d'éléments était composé le commando invisible pendant cette guerre en 2010-2011 ? Nous avions 5400 hommes sur le terrain. C'est notre clan qui était majoritaire dans la belligérance. Comment opériez-vous à Bobo ? Nous avions d'abord reçu de la licorne tous les plans, tous les repères stratégiques d'Abidjan pour pouvoir venir envahir la ville. Elle nous avait également fourni toutes les cartes des communes d'Abidjan, où les coins et recoins sont bien identifiés. Au début, c'est par le train qu'on a fait entrer petit à petit nos éléments à Abidjan. Et nous sommes allés nous installer à Bois-Sec, un petit endroit du côté de Ndotré, à Abobo, pour former un petit camp. Et lorsque nous avons reçu les armes que la France nous avait promises, nous avons commencé à passer à l'acte, en envahissant Abobo et en faisant subir des atrocités à la population pour faire peur au pouvoir. C'est là qu'on a commencé, sous les consignes et ordres de l'ONUCI. C'est l'ONUCI qui nous livrait les armes, les véhicules et les moyens de combat, tout. Par la suite, nous avons envahi Anyama, Anonkouankouté, Bokambo et les zones Abobo centre, ouest, nord. Lorsqu'on a pris le contrôle d'Abobo, en commençant par Abobo ouest, par Ekekwa, dans le rayon du camp commando d'Abobo, on a pris davantage de confiance. Mais comme on n'arrivait pas à déloger les hommes du camp d'Abobo, on avait demandé des renforts en armes lourdes que la licorne nous avait promises. Qui vous a promis ? La force licorne. C'est lorsque nous avons reçu ces armes lourdes que nous avons commencé à attaquer le camp commando d'Abobo. On attaquait aussi les éléments des forces loyalistes qui habitaient dans la commune d'Abobo. Et comment procédiez-vous ? Certains mettaient le feu, d'autres... Il y avait 2 ou 3 étages où habitaient des loyalistes, des forces pro-Gbagbo, au niveau du village Anonkouankouté. C'est avec les armes qu'on nous avait données qu'on a pu attaquer ces étages, brûler plusieurs personnes vives là-bas. Les commissariats aussi ? Oui, on a commencé ensuite à attaquer plusieurs cités des forces loyalistes, au niveau d'Abobo. Lorsqu'on avait fini le contrôle de tout Abobo, il fallait que, peu à peu, on commence à prendre le contrôle de Yopougon, Trècheville, Cocody, Plateau et Adjamé. Adjamé nous a été déjà acquis. Trècheville nous avait été déjà acquis. Il convient de noter la proximité culturelle de nombre de ces mercenaires avec les contingents des Nations Unies présents dans le pays, par exemple le Nigérien. Quant aux milices d'Ozo, dont parle le procureur, sans s'y attarder, elles sont plus connues sous le nom de Kamajor, en Sierra Leone. Il s'agit d'une caste de chasseurs des ethnies présentes du nord de la Côte d'Ivoire et dans les pays frontaliers. Est-il nécessaire de rappeler ici les nombreuses exactions commises par les Kamajors ? Dans le jugement concernant Charles Taylor du tribunal spécial pour la Sierra Leone, il est précisé au paragraphe 196 que les Kamajors ont mangé des personnes qui étaient accusées d'être des sympathisants
du RUF. Eh bien, les Dozo et les Camajors, ce sont les mêmes personnes. Le procureur s'est bien gardé d'expliquer qui ils étaient, les mentionnant rapidement, sans expliquer d'où ils viennent et quelles sont leurs pratiques. Dans le livre, le commandant invisible raconte la bataille d'Abidjan, Gbagbo est innocent, c'est nous. Le second adjoint d'Ibé, commandant du théâtre des opérations, raconte les pratiques des chasseurs traditionnels d'Ozo. Je cite. « Ils ont commis tellement de crimes rituels pour l'avènement et le maintien de Dramane au pouvoir. Ils enlevaient parfois de pauvres innocents parmi la population, allaient les dépecer vifs et ôter leurs organes pour des rituels mystiques. Ce sont ces forces qui avançaient du nord vers le sud de la Côte d'Ivoire en 2011 et qui attaquaient les populations civiles sur leur trajet. Au début de l'année 2011, Abobo est sous le contrôle des bandes armées. Un ancien membre du commandant invisible écrit « C'est nous qui contrôlions Abobo, et rien ne pouvait se passer ou produire dans cette commune tant que nous ne sommes pas informés. » Quant au témoin P44, le témoin du procureur, il dit « Il y avait des attaques et des meurtres contre tous ceux qui n'étaient pas RDR, tous ceux qui n'étaient pas de leur côté avaient quitté contraint et forcé Abobo. À Abobo, les policiers et les gendarmes étaient tués. Les FDS se trouvaient à Abobo pour faire leur devoir, sécuriser Abobo, maintenir l'ordre public, non pas pour attaquer la population. C'était eux qui ont été attaqués. Ce sont les mots du témoin du procureur P44, pièce 3704, page 37-15. Le document 0025-0056 confirme que RDR a mis en place une cellule de déstabilisation. Ce document nous montre à la page 0057 que le mot d'ordre de cette cellule de déstabilisation était organisé casse, tuerie, incendie. C'est dans ce contexte qu'il y a eu lieu l'incident du 3 mars 2011. Dans le paragraphe 54 du DCC, le procureur décrit une marche pacifique des femmes. Bien entendu, on n'a obtenu aucun élément sur l'origine de cette marche. Or, cette manifestation des femmes n'avait rien d'une manifestation spontanée. Elle était organisée à l'hôtel Golf. Pièces 0255, 0256 et 0472. L'ancien membre du commandant invisible affirme « Tout a été sous les ordres de Dramane ». Dramane, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Pièce 2381, page 2395. Madame la Présidente, honorable juge, j'aimerais revenir maintenant sur le livre. Le commandant invisible raconte la bataille d'Abidjan. La défense s'appuie sur ce livre pour étayer sa thèse au sujet de la marche des femmes et du climat, entre autres, qui régnait à Abobo à l'époque de la crise. Au transcrit 19, page 12, ligne 13 à 25, la défense précise, et je cite, « Donc, pendant que certaines femmes faisaient mine de marcher, d'autres étaient couchées, et puis on a versé du sang, du mouton sur elles. Et c'est cela que nos informaticiens ont filmé pour venir faire des montages. C'est comme cela que ça s'est passé. Ce sont des falsifications que nos informaticiens ont faites qui donnent l'impression
que c'est de la réalité. Et à l'issue du montage, l'œuvre d'art a été présentée et mise sur la tête de Gbagbo. À ce moment-là, on citait le livre. Et la défense de continuer dans son exposé. Ce récit, comme je l'ai indiqué, vient d'un membre du commando invisible, du commandant du théâtre des opérations. Encore une fois, le procureur n'est pas obligé d'accepter, sans vérification, les paroles de cet ancien membre du commando invisible. Mais il aurait dû, dans ses enquêtes, trouver ce récit. Il aurait dû se demander comment se fait-il que le communiqué officiel des forces pro-Gbagbo coïncide dans les points importants avec le récit d'un membre du commando invisible. La défense n'a placé sur la liste des éléments de preuve qu'un extrait de ce livre, soit le chapitre intitulé « La guerre d'Abobo ». Posons-nous la question, c'est qui ce commandant? Qui est l'auteur de ce livre? Ce commandant se nommerait Semifia Sékou ou encore colonel Sekouba. L'auteur de ce livre porte également un pseudonyme, mais la page couverture indique Germain Séoué. Il se décrit comme autodidacte et journaliste au quotidien Le Temps. Le journal Le Temps, il n'est pas inutile de le rappeler, c'est un journal qui fait de la propagande pro-Gbagbo. Il n'est pas inutile de rappeler que ce journal titrait le 24 juillet 2012 « Les aveux des juges de la CPI ». Revenons au livre. Le dit commandant aurait été détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Et les interviews auraient été réalisées au téléphone et par SMS. Oui, vous avez bien entendu, par SMS. Le commandant invisible, aussi, toujours selon le livre, voudrait ardemment témoigner devant la CPI. Il affirme détenir des preuves que M. Gbagbo, et je cite, page 9 du livre, serait innocent de tous les chefs d'accusation contre lui. Alors une question se pose. Pourquoi la défense s'appuie-t-elle seulement sur le livre? Pourquoi, comme pour d'autres témoins, une douzaine environ sur sa liste, à décharge, n'a-t-elle pas une déclaration du témoin lui-même? La réponse est simple. Parce qu'aucun commandant ne répond à ce nom. Aucun commandant qui porterait ce nom n'est détenu ou n'a été détenu en Côte d'Ivoire suite aux violences électorales. D'ailleurs, permettez-moi de lire les raisons pour lesquelles le journaliste en question n'aurait jamais rencontré le commandant à la prison. Alors je cite l'auteur. « Mais il est hors de question que je m'y rende. En tout cas, pas si tôt. D'abord, ces temps-ci, j'ai des handicaps physiques. Ensuite, cette visite peut m'attirer des ennuis. Chercher à rencontrer le commandant invisible à la MACA, avec tout ce que le pouvoir lui reproche en ce moment, ne serait pas prudent. Soyez rassurés, si le journaliste ne s'est jamais rendu à la MACA, c'est tout simplement parce que le commandant invisible n'y était pas. Et pour revenir sur la phrase et la citation de la défense, ce livre est au service de M. Gbagbo. Il ne sert qu'à corroborer et a été écrit avec l'objectif de corroborer le communiqué officiel des forces pro-Gbagbo, et non l'inverse comme allégué par la défense. D'ailleurs, ce livre a été écrit en 2012, publié en juin 2012. Madame
La présidente, honorable juge, l'accusation ne nie pas l'existence du commando invisible. Tu resteras notre président.